Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence de Stéphanie Peters sur la thématique de l'état d'esprit des élèves. Elle en parlera évidemment beaucoup mieux que moi. Je m'appelle Corinne Cattal, je suis agent de liaison pour le réseau Réalisme, qui est un réseau intersectoriel qui est axé sur le bien-être et la santé mentale des enfants, des jeunes, des familles et de leur entourage. Et moi, c'est Louise Moss, et moi, je suis chargée de projet pour faciliter la participation des jeunes à différents niveaux et pour faire en sorte que la parole des jeunes soit entendue dans différents domaines, notamment dans le domaine du bien-être et de la santé mentale. Vous dire peut-être que Réalisme, c'est un grand réseau qui s'intéresse à la santé mentale des enfants, des adolescents. On est sur tout le territoire de la province de Liège. Il n'y a pas seulement des agents de liaison, mais il y a toute une équipe derrière. Vous connaissez sans doute notamment le dispositif des psychologues de première ligne, les équipes mobiles. Et donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet ainsi que tous nos événements. Voilà, et de façon très très concrète, donc il y a différents projets qui sont menés par l'équipe de liaison. Alors vous avez ici une série de choses qu'on vous a mentionnées. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire du lien, de pouvoir développer des projets qui soutiennent le bien-être et la santé mentale des jeunes à travers différents prismes qui peuvent être le cerveau. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de notre cycle Et si on parlait du cerveau. Donc d'ailleurs la prochaine conférence c'est le 4 juin, on en reparlera tout à l'heure. Mais aussi sur le décrochage scolaire, sur les assuétudes, sur les écrans, enfin voilà, vous avez ici une liste. Si vous avez des questions, et ma collègue vient de le rappeler, donc n'hésitez pas à consulter notre site. On a une page Facebook, on a une newsletter, enfin bref, on a plein de choses qui vous permettent de rester au courant de l'ensemble des activités, des initiatives qu'on développe. Alors on est très heureux aujourd'hui d'inviter Stéphanie Peters et on est d'autant plus heureux qu'on a une première collaboration, en tout cas sur cette thématique, avec la clinique psychologique universitaire. Et je passe la parole donc à Muriel qui va se présenter. Voilà, bonjour, bonsoir plutôt à tous et à toutes. Donc moi je suis la directrice de la clinique psychologique et logopédique universitaire, donc rattachée à l'université de Liège. Et donc on co-organise ce soir et on a le plaisir donc d'inviter ensemble Stéphanie Peters pour cette conférence. Et donc simplement peut-être vous situer un petit peu la clinique qui est mieux connue sous le nom de CPLU. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La CPLU propose des consultations en logopédie, en psychologie et en orthopédagogie pour les adultes, les enfants et les adolescents. Alors peut-être faire un petit focus sur l'enfant, puisque on est quand même plus dans cette thématique ce soir. Simplement vous présenter très rapidement les différents services que l'on propose. Donc on propose des bilans, ça peut être des bilans en neuropsychologie, des bilans relatifs à un traumatisme vécu par l'enfant. En psychologie de l'enfant, si on rencontre des difficultés au niveau de l'anxiété, par exemple, des difficultés de sommeil. On a aussi toute une prise en charge au niveau de la logopédie avec la communication, des problèmes de communication, de langage, au niveau de la parole ou face à certains types de handicap. Des consultations aussi qui visent davantage la mise en évidence de troubles des apprentissages, mais aussi leur prise en charge. Et enfin, la psychologie de la famille et du parent. Et donc, on propose vraiment des bilans, mais des consultations aussi psychologiques et des prises en charge aussi multidisciplinaires quand c'est nécessaire pour le bien-être de l'enfant, avec aussi des aménagements possibles au sein de l'école. Voilà, comme ça, vous avez les informations. Ici, je vous remets donc le lien de la CPLU. Donc, toutes les informations que vous pouvez trouver sur les consultations et celles que je viens de vous donner sont disponibles sur le site. Et on a remis aussi voilà, le formulaire de contact. Si jamais vous deviez diffuser, n'hésitez pas à communiquer le numéro de téléphone et l'adresse de la CPLU. Ou si vous avez des questions, on est joignable pour y répondre. Voilà. Merci. Du coup, on va vous laisser avec l'oratrice de ce soir parce que vous êtes là pour l'entendre, elle. Oui, c'est bien. Collé ?
le micro baladeur, par contre. C'est plus confortable que ça. Tu voulais garder si des gens posent des questions? Ça vous aiderait de faire ça. Voilà, on m'a dit de faire comme Beyoncé ou Madonna et de prendre ça, mais en fait, je suis pas faite pour ça. Donc je vais prendre le micro de Michel Drucker. Non, en vrai, il y avait un film, hein, Michel Drucker, il y avait un film qui reliait. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Stéphanie Peters et je suis, j'ai plusieurs casquettes, mais je travaille notamment à l'Université de Liège, à la fac de psycho, logo et sciences de l'éducation. J'ai eu plusieurs postes, mais pour l'instant, je m'occupe de la réforme de la formation initiale des enseignants, dont j'imagine, à moins d'habiter dans une caverne sans moyen de communication, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc c'est cette réforme, cette nouvelle manière d'envisager la formation des futurs enseignants qui a démarré cette année, donc qui passe de 3 à 4 ans pour les enseignants du maternel, primaire et secondaire, et qui est un petit peu remodelé aussi pour les enseignants du secondaire supérieur. Donc ça, c'est ce qui m'occupe pour l'instant à la faculté. Mais depuis plusieurs années, je travaille à temps partiel à l'UNIF et j'ai une autre activité professionnelle d'aide à la réussite scolaire, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai organisé des consultations avec des adolescents, des élèves et des étudiants que les parents m'ont amenés en disant faites quelque chose, ça ne va pas à l'école. Et vraiment sur des questions de méthode de travail. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Puis à un moment donné, mes enfants arrivant à l'âge de l'adolescence, je me suis dit que des adolescents au travail, plus à la maison, ça faisait beaucoup. Et donc j'ai un petit peu réorienté mon travail avec des enseignants. Et donc pour l'instant, sur ma partie indépendante, je suis plutôt dans les écoles, en formation continue des enseignants, sur toute la question des apprentissages, la méthode de travail, comment apprendre à apprendre. Voilà. Et donc, j'ai un petit dada, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en fait, pour faire bref, une question de croyance, en fait, des croyances motivationnelles. C'est une question de croyance par rapport aux apprentissages, par rapport à l'intelligence, mais je ne vous en dis pas trop pour l'instant, dont on sait ces croyances-là sont des leviers ou au contraire des freins à la motivation des jeunes dans leur engagement scolaire, dans la persévérance, dans les efforts qu'il faut produire pour apprendre à l'école. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, sur ces croyances qui sont parfois libératrices, parfois bloquantes, qu'on a tous, toutes et tous, pas juste les enfants, nous aussi les adultes, et qui font qu'on va être plus ou moins enclin à se mettre au travail et à persévérer dans une tâche scolaire notamment. Mais ça peut fonctionner dans d'autres domaines de la vie, mais scolaire en particulier. Alors, on m'avait dit faire une conférence interactive, donc ce que je vous proposais, c'est quand même de sortir un tout petit peu vos smartphones, si vous le voulez bien, et de scanner le QR code qui est là, ou alors d'aller sur le site qui s'appelle wooklab.com, parce que à 2 ou 3 reprises, il y aura des petits sondages qui seront complètement anonymes et qui permettront de rebondir sur vos réponses, sur vos perceptions. Voilà. Donc soit vous scannez le QR code. Il n'y a pas encore de questions lancées pour l'instant, c'est normal. S'il y en a une, c'est moi qui me suis trompée. Voilà. Est-ce que, Corinne, tu sais noter, au cas où, si je dois le redire tout à l'heure, le code FNJOC, tu l'as? Ok, c'est vrai. Magnifique. C'est bon? Donc vous scannez, si ça ne va pas, wooklab.com, et le code, c'est FNJIOC. FNJIOC. Ça va? Alors, comme ça, c'est fait. Voilà. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, c'est quand même de motivation scolaire dont il va être question, avec cette idée d'état d'esprit, d'accord? Alors la motivation scolaire, pour peu qu'on ait fait des études en sciences humaines, que ce soit la psycho, que ce soit les logopèdes, comme enseignants, on a quand même toujours eu au moins un cours qui parlait de motivation. Et selon les preuves que vous avez eues, il a privilégié un tel cadre, un tel modèle plutôt que l'autre, d'accord? Il y a des bouquins récents qui font un peu la synthèse de tous les modèles et tous les auteurs qui se sont penchés sur le sujet.
Donc il y a une grosse diversité des modèles et des approches de la motivation. Il y a un point commun à tous les modèles, quelle que soit la manière dont on va aborder ou questionner la motivation, c'est que le point commun, c'est que la motivation, c'est comme un moteur, et donc il faut une source d'énergie. Donc la motivation, c'est ce qui va donner de l'énergie à une personne pour s'engager dans une tâche et pour persévérer. D'accord ? On prend toujours l'image de la voiture. Il faut l'énergie pour que le moteur démarre, et il faut, si possible, qu'elle ait l'énergie pour faire plus que 3 km. Enfin, sauf si on veut aller à 3 km, mais on peut prendre un vélo. Mais quand on veut aller en vacances un peu plus loin, c'est bien que la voiture ne s'arrête pas trop vite. D'accord ? Donc, il y a les deux aspects de la motivation. Il y a se mettre au travail, et puis il y a rester au travail et persévérer. D'accord ? Et il faut trouver un moyen pour que notre cerveau soit d'accord de dépenser de l'énergie. Parce que l'être humain est ainsi fait, et tous les animaux mammifères fonctionnent de la même manière, c'est qu'on fonctionne à l'économie d'énergie. Et c'est quelque chose d'assez normal. Alors vous allez me dire, moi j'ai un ado, il est en sous-énergie tout le temps. Eh ben c'est un peu normal aussi, on parlera un petit peu plus des ados tout à l'heure. C'est plus facile d'en parler quand on est derrière un micro que quand on est parent. Mais voilà, l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin toujours de faire un calcul sur la quantité d'énergie qu'il est prêt à dépenser pour une tâche. D'accord ? 120 inscrits aujourd'hui, on a une quarantaine, ça veut dire qu'il y en a 80, c'est juste, qui n'ont pas eu l'énergie de sortir. Alors, c'est pas une question de jugement de bien ou pas bien, c'est juste que vous avez fait un calcul coût-bénéfice, où vous avez dit, l'énergie que je dépense à sortir de chez moi, à trouver une place pour me garer, etc., vous avez consenti à la donner, et les 80 autres, pas, pour plein de bonnes raisons, d'accord ? C'est une question de motivation. Alors, je vais me cibler sur une approche en particulier de la motivation. Je vous dis qu'il y a plein de modèles différents. Moi, c'est le cadre dans lequel je travaille, en tout cas. C'est ce qu'on appelle l'approche neuroéducative. Donc, en 2 mots, l'approche neuroéducative, c'est quoi ? C'est s'appuyer sur les travaux des psychologues, des neuroscientifiques ou des psychologues d'orientation psychocognitive pour essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui doit se passer également dans un cerveau pour qu'une personne apprenne, se mette en mouvement pour apprendre. Donc, rapidement dit, la neuroéducation, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y a éducation ? Parce qu'on va essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau par rapport à des problématiques liées à l'apprentissage et en particulier par rapport à l'apprentissage scolaire. Voilà, alors la motivation, avec les lunettes de la neuroéducation, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'énergie qu'on est d'accord de dépenser pour atteindre un objectif, malgré les efforts que vont coûter cette mise en action. D'accord ? Alors, une petite parenthèse, parce que je vois qu'il y en a qui sortent les smartphones. Je crois que les dias seront distribués à un moment donné, ou oui ? Je pense que, voilà, je peux vous dire aussi que les dias que je projette ici, elles seront envoyées ou mises à disposition à un moment donné. Il y a un podcast aussi, donc voilà. Si à un moment donné vous avez un petit peu mal à la main d'écrire, n'hésitez pas à pouvoir vous appuyer sur les supports qui vous seront communiqués par la suite. Donc voilà, première particularité de l'approche neuroéducative de la motivation, c'est une question de calcul coût-bénéfice, on va y revenir, entre des efforts qu'on va produire et un résultat qu'on espère atteindre. Mais on va y revenir. Deuxième particularité de cette approche-là, et elle est très importante en termes de perspective d'action, en fait, pour essayer de... Alors, on ne motive pas quelqu'un, mais d'essayer de soutenir la motivation de ses élèves, c'est que la motivation, c'est vraiment le fruit d'une construction mentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'approche neuroéducative, on va considérer que c'est pas l'enseignant en tant que tel, c'est pas la tâche en tant que telle qui est motivante, ou ce sont pas les conditions d'apprentissage en tant que telles qui sont ou pas motivantes. C'est la perception ou les représentations que va se faire le jeune de l'enseignant, de la situation d'apprentissage ou du contenu à apprendre. C'est très important, j'ai mis le mot en rouge ici, parce que j'ai déjà un hameçon sur ce qui va se passer tout à l'heure, c'est qu'en termes d'intervention, si on veut activer la motivation, soutenir la motivation des jeunes, c'est sur les représentations qu'on a un levier d'action intéressant. D'accord ? Alors c'est
probablement pas le seul, mais dans l'approche neuroéducative, c'est vraiment quelque chose d'assez central. Parce que nous allons venir avec des problématiques, mais aussi avec des solutions tout à l'heure dans l'exposé. Et n'hésitez pas non plus à intervenir en direct pour poser des questions, pas juste à la fin, vraiment pas de souci. Voilà, alors... Oui. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau? Et je ferai des focus un peu plus particuliers sur des cerveaux adolescents, parce que je les aime bien, ceux-là, enfin ceux des autres en tout cas, enfin des autres que mes enfants, je veux dire. Hein. Voilà. Quand on s'engage dans une tâche, le cerveau va toujours faire un calcul. Le cerveau, en fait, est hyper rationnel. On dit que le cerveau est hyper rationnel. Il va se dire, qu'est-ce que ça me coûte d'aller jusque Liège, Galerie Opéra, de me garer et de venir écouter une conférence et qu'est-ce que je peux espérer en retirer? D'accord? Vous avez fait ce calcul-là, et si vous êtes là, c'est que probablement les bénéfices que vous espérez en retirer avaient plus de poids, plus de valeur, plus de poids que le coût. D'accord? Là, le calcul a été différent pour les 80 autres. Et donc, tous les cerveaux fonctionnent comme ça. Chaque fois qu'on doit se mettre à faire repasser sa manne de linge, on fait un calcul coût-bénéfice. D'accord? Si c'est pas le moment, parce que tout le monde a encore du linge dans ses armoires, peut-être que le coût d'aller chercher ma planche à repasser, de brancher mon fer, est plus important que le bénéfice, puisque finalement tout le monde a encore de quoi s'habiller, il n'y a pas de problème. Donc on ne se rend pas compte, mais quoi qu'on fasse dans notre vie quotidienne, et dans nos apprentissages aussi, le cerveau fait un calcul coût-bénéfice. Et quand on se met quand même à repasser sa manne de linge, c'est qu'à un moment donné, les bénéfices avaient plus de poids, plus d'importance que les coûts. Oui. Ça, c'est comme ça que l'approche neuroéducative commence à analyser la motivation. Alors, je vous propose d'aller sur le WooClap. Je vais le lancer, puis je veux pour être sûr que ça marche. Hop, ça va marcher comme ça. Alors, voilà. Je vais vous proposer de répondre au petit sondage en indiquant, à votre avis, pour un adolescent, on va essayer de prendre un adolescent parce que pour un enfant, c'est un peu différent, pour en discuter, si vous le souhaitez par la suite, quels sont les coûts et les bénéfices qu'un adolescent perçoit à se mettre au travail pour étudier ces leçons? Je reformule la question que je vous ai indiquée ici. Normalement, vous avez la possibilité de mettre plusieurs coûts, plusieurs bénéfices. Si vous voyez que quelqu'un a déjà donné votre réponse, je pense que vous pouvez la liker aussi pour ne pas chaque fois avoir plusieurs réponses. Et je vous laisse quelques instants pour répondre à cela. Pour celles et ceux qui auraient perdu le code, il suffit d'aller au clap.com et le code s'affiche là au-dessus. Ça va, te mentir trop? Ça bouge tout le temps, donc je clique jamais sur le bon. Oh. C'est pas une interro, hein, donc vous n'aurez pas de points négatifs. Le deuxième sondage sera plus simple. Il y aura un seul clic à faire. Je sens l'inspiration. Alors, peut-être commencer à lire. Alors, les coûts. Les coûts qu'un adolescent
percevoir. Se lever. Ah bah oui, le matin, c'est se lever. Se lever, c'est toujours trop tôt. Hein. Se lever. On sait d'ailleurs qu'un adolescent, son rythme chronobiologique n'est pas du tout le même que celui d'un adulte. Donc, lui demander de se lever à 6h, 6h30 du matin pour être à l'école à 8h, naturellement, c'est quand même quelque chose d'assez inconfortable pour lui. C'est-à-dire qu'un adolescent, alors ça dépend de quelle période de l'adolescence, mais le pic de sérotonine, en fait, donc le moment où naturellement il est censé s'endormir et aller au lit, c'est beaucoup plus tard que nous les adultes. Donc ça peut être 22, 23, parfois minuit pour les plus grands adolescents, et ils ont besoin de dormir normalement un peu plus longtemps que jusque 6h30 du matin pour avoir leur nombre d'heures de sommeil qui est quand même, pendant l'adolescence, alors c'est variable, mais une moyenne de 9 heures de sommeil est tout à fait normale, enfin est souhaitée en tout cas pour les adolescents. Je suis toujours très surprise quand je vais dans des classes de voir la moyenne, enfin de constater le nombre d'heures en moyenne qu'ils dorment par jour. C'est très peu en fait. Si vous faites des petits sondages dans vos classes ou autour de vous, il n'est pas rare de les entendre dire je dors 5 heures par nuit. Voilà. Donc ils sont en déficit chronique de sommeil et en plus de ça, voilà, se lever est très coûteux pour eux. Du temps perdu, bah oui, c'est ça à la place d'autres choses qui sont parfois plus agréables, plus amusantes, du temps. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas tout? Si je fais comme ça va être plus facile. Voilà. Des efforts de concentration, donc les vers c'est les coups, hein, des efforts de concentration, ça aussi on en reparlera tout à l'heure, mais se concentrer pour un adolescent, c'est beaucoup plus compliqué que pour un enfant ou pour un adulte, donc ça coûte plus d'énergie que pour nous. Quoi d'autre? Oui, passer du temps à autre chose, peur d'être confronté, donc la peur, hein, bien sûr, la peur c'est un coût, hein, risquer d'échouer l'interro à l'examen, c'est un coût, d'accord. Qu'avez-vous mis dans les bénéfices? Se conformer aux attentes des parents, oui, l'injonction des parents, avoir un bon job, bien gagner sa vie, ne pas se faire engueuler par les parents, c'est aussi une source de motivation, on va dire. Accéder aux études, je vais descendre, hop, que l'on souhaite. Apprendre quelque chose, réussir, avoir des félicitations, pouvoir jouer sur la console, voir ses amis, donc avoir des récompenses, de l'argent de poche, la reconnaissance des profs, des nouvelles Nike, ah bah oui, ça aussi en effet, puisque c'est Nike ou Nike à l'adolescence, hein. Fierté des parents, voir les copains, des bons points. Ok, je regarde rapidement les coûts. Ok, alors, je vais revenir à mon PowerPoint ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Willingham qui a écrit un bouquin « Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école ». J'ai un peu reformulé le titre de son livre ici « Pourquoi les ados n'aiment pas ». Alors c'est plutôt apprendre à l'école. C'est pas tellement qu'ils n'aiment pas l'école, mais qu'ils n'aiment pas la fonction essentielle de l'école qui est d'aller apprendre des contenus disciplinaires. Oui. Et il a démontré tout au long de son livre pourquoi c'est logique qu'un adolescent n'aime pas apprendre à l'école, en tout cas à l'école telle qu'elle est organisée, comme on la connaît ici. Et il a reformulé les coûts, on va faire le lien avec ce que vous avez exprimé, de la manière suivante. Être attentif, quelqu'un a dit être concentré, c'est coûteux. Ben oui, je l'ai dit, être attentif pour un adolescent, c'est très compliqué. Une petite dia après sur le cerveau d'un adolescent, vous allez comprendre tout de suite. Parce qu'il doit prendre des risques. Alors un adolescent, ça adore prendre des risques, hein, ça peut avoir des conduites à risque, l'alcool, la drogue, prendre la voiture de ses parents, faire des choses qui nous paraissent risquées. Mais les risques à l'école, c'est un risque d'un autre genre. C'est quand même des risques qui sont plutôt liés à l'estime de soi, au regard des parents, au regard des adultes, parce que quoi qu'on en dise, un adolescent, même s'il fait souffrir ses parents et le monde des adultes qui l'entourent, c'est quand même toujours à travers le regard des adultes qu'il se construit aussi. Et donc, toute la question des points, de la réussite, de la non-réussite, c'est un risque pour son estime de lui-même. Donc, c'est un coût. Corriger ses erreurs, pourquoi? Parce que, alors j'ai dû faire des choix dans ce que je présentais, mais apprendre, c'est se tromper. Apprendre, ça prend du temps. Apprendre, c'est faire des erreurs. C'est normal.
Et on a comme un système scolaire qui, globalement, ne valorise pas l'erreur à sa juste valeur. On parle souvent de faute, en termes de vocabulaire, de la faute que l'erreur, d'accord ? C'est impossible d'apprendre sans se tromper. Alors, il y en a qui corrigent leurs erreurs plus vite que d'autres, certes, d'accord ? Mais on fait tous des erreurs quand on apprend quelque chose. Et pour corriger ces erreurs, il faut utiliser des ressources dans le cerveau qui sont très coûteuses. Je vais y revenir dans quelques instants. S'attaquer à des disciplines scolaires, c'est apprendre des choses qui sont parfois nouvelles et dont on n'entendra jamais parler ailleurs qu'à l'école. Si je prends les mathématiques, il y a des profs de maths ici. Toujours bien, un ou deux de la salle. Voilà. Prof de maths, par exemple. Les mathématiques, c'est quand même des matières, à partir d'un certain âge en tout cas, qu'on ne va pas travailler spontanément ou auxquelles on ne va pas être en contact spontanément dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à l'école qu'on va apprendre certaines choses mathématiques. D'ailleurs, si on regarde les dernières enquêtes PISA, on a vu que c'était surtout en mathématiques que les résultats avaient chuté, parce que pendant la période Covid, l'école était fermée, c'était des matières qui ont été vues nulle part, d'accord ? Par contre, le français, la lecture, on peut continuer à lire chez soi, même si l'école est fermée. Pas qu'en maths qu'on apprend des choses nouvelles, bien entendu, mais en tout cas, c'est quelque chose de très coûteux. Et ça prend du temps, vous l'avez identifié. Et tous ces coûts, en fait, liés à l'apprentissage scolaire, eh bien, ils sont supportés par une partie du cerveau particulière. Tout le cerveau travaille, mais il y a une partie du cerveau en particulier qui doit s'activer pour supporter ces coûts-là. Et c'est la partie ici, à l'avant du cerveau, c'est la partie qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc, dans le cerveau, il est divisé en différentes zones, différentes régions, et il y a des fonctions, enfin, il y a certaines régions plutôt qui sont associées à certaines fonctions plus que d'autres. Et toute cette partie, tous ces coûts-là que vous avez listés et que j'ai listés ici, eh bien, quelque part, ils doivent être pris en charge par cette partie-là du cerveau qui est un tout petit peu problématique chez les adolescents. On va y venir. Alors, les bénéfices, vous avez... Ils sont pas toujours incertains, ils sont toujours parfois incertains, hein, les bénéfices de l'apprentissage scolaire. Alors, on peut avoir des bénéfices extérieurs, c'est-à-dire la récompense des parents ou éviter la punition des parents. Mais en termes de valeur intrinsèque, c'est pas toujours clair pour un adolescent de comprendre pourquoi c'est important, je sais pas moi, d'étudier la poésie en troisième secondaire sur des auteurs qu'on ne lira peut-être plus jamais. D'accord ? Donc la valeur de ce qu'on apprend aux yeux d'un adolescent, elle n'est pas toujours évidente. Et les bénéfices, ils ne sont pas non plus immédiats. C'est-à-dire que s'ils se mettent à bosser pour enfin réussir l'examen de français, par exemple, d'accord ? C'est dans le but d'avoir un bulletin qui, au mieux, arrivera 15 jours plus tard. Et parfois, c'est peut-être 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard. D'accord ? Donc les bénéfices ne sont pas immédiats. Et quand je dis immédiat, c'est qu'un adolescent, il attend une récompense immédiate, genre pour hier. Hein ? L'immédiateté d'un adolescent n'est pas l'immédiateté d'un adulte. D'accord ? Il a besoin de récompenses plus rapides qu'un adulte. Donc en gros, les bénéfices, quand on se met à venir, quand on se lance dans une activité d'apprentissage ou quand on se lance dans la bonne idée de venir à une conférence ce soir, ces bénéfices-là, ils vont activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous avez déjà entendu parler d'une bonne hormone là, qui est produite massivement par le cerveau, dans le cerveau, quand on est content, quand on est satisfait, quand on a un retour positif. C'est laquelle ? La dopamine, exactement. Alors, le cerveau d'un adolescent, pourquoi c'est problématique d'avoir une balance comme ça aussi déficitaire ? Elle sera toujours déficitaire, en fait, cette balance-là pour les adolescents. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le cerveau d'un adolescent, il va complètement se reformater durant l'adolescence. C'est-à-dire à partir de 10-12 ans, à peu près. L'âge de début de l'adolescence, c'est plutôt une fourchette. Ça dépend un peu de la montée en puissance des hormones sexuelles dans le corps, et ça peut varier d'un jeune à l'autre, d'une fille-garçon. Et puis ça s'arrête vers l'âge de 25 ans. Donc la maturité, la fin de l'adolescence, le marqueur biologique de fin d'adolescence, c'est 25 ans. Donc si vous fonctionnez dans le primaire, dans le secondaire, vous les verrez pas arriver adultes. Et nous, à l'UNIF, s'ils réussissent du premier coup, on les voit même pas encore adultes non plus.
Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont adolescents, qu'ils deviendront adultes du jour au lendemain. Ça se travaille petit à petit, d'accord? Mais leur cerveau, en fait, va complètement se transformer. Et il va se transformer comment? De l'arrière vers l'avant. Donc, c'est d'abord des zones à l'arrière du cerveau qui vont devenir plus matures. Et à la fin de l'adolescence, donc dans la vingtaine, c'est la partie avant du cerveau qui va être mature. Alors, une partie mature, c'est quoi? C'est une partie qui est capable de fonctionner au même rythme et en bonne collaboration, je veux dire, avec toutes les autres parties du cerveau. Et quand on dit qu'un adolescent est hyper réactif à la dopamine, en fait, il ne l'est pas plus que nous. On a l'impression qu'il l'est plus que nous, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est parce qu'il a des parties du cerveau qui sont déjà matures, notamment celles qui réagissent très fort à la dopamine, celles qui réagissent très fort à la récompense. Nous, si on gagne au loto, on va être super content, d'accord? Un adolescent, il sera content aussi. Mais nous, comme on est adulte et que notre cerveau est complètement formé, on a une partie là avant du cerveau qui va dire oui, mais je ne vais pas les klaxonner toute la nuit dans mon quartier pour signaler que j'ai gagné au loto. D'abord, je ne le dirai peut-être pas d'ailleurs, mais enfin. Je ne sais pas si la Belgique gagne. C'est quoi? C'est le football? C'est quoi? C'est l'Euro bientôt? Oui, ok. Je ne vais pas les klaxonner toute la nuit en me disant réveillez mes voisins, la Belgique a gagné, d'accord? On a une partie de notre cerveau qui va nous dire ok, on va manifester notre joie, d'accord? Mais on va mettre certaines limites, voilà, par rapport aux autres, par rapport à voilà. Eh bien, un adolescent, il va avoir envie de manifester sa joie, ou sa colère, ou sa tristesse, ou que sais-je, d'accord? Mais il n'aura pas le bouton stop. Donc, il n'a pas, comme nous, adultes, la partie du cerveau qui va un peu tempérer, qui va un peu gérer, en fait, les fluctuations émotionnelles, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu accros à la dopamine. On dit que les ados sont accros à la dopamine, un peu raccourci. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est parce que ce circuit de la récompense est hyper exacerbé, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ce processus-là. Alors, comme l'école ne leur donne pas, à leurs yeux d'adolescents, de satisfaction immédiate, de plaisir immédiat, de dopamine immédiate, on comprend que les bénéfices, ils ont peu de poids, finalement. D'accord ? Quand je dois dire, je me lève de mon fauteuil et je viens quand même à Liège écouter la conférence, d'accord? Eh bien, c'est cette partie-là du cerveau qui a particulièrement fonctionné chez vous, en se disant, ok, je prends le risque, peut-être que ce sera pas aussi cool que je l'espère, mais je prends le risque de venir, ça peut valoir la peine. Il va chouette film à la maison, mais je vais l'enregistrer, ou que sais-je. Donc, on prend des actions, en fait, qui vont nous permettre de postposer le plaisir, j'espère, ou le bénéfice de venir à la conférence. Mais les ados, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc cette partie-là ne fonctionne pas. Donc ils ont du mal à supporter la frustration, l'effort que demande le travail scolaire. Donc voyant ça, on est quand même assez, assez désemparés. Et quand je travaille avec les adolescents, c'est quand même souvent un problème de motivation au départ. On fait des balances comme celle-là. Et j'essaie d'identifier avec eux quels sont les coûts et les bénéfices à se mettre à travailler pour l'école. Et on essaye toujours de raccourcir le circuit de la récompense, c'est-à-dire de trouver des récompenses les plus immédiates possibles. Et pour avoir consulté 10 ans avec un adolescent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on en a marre et qu'on est fatigué d'un adolescent, quand il a appris quelque chose, ça lui fait plaisir. Le simple fait d'apprendre quelque chose de nouveau, de dire « j'ai compris », je ne comprenais pas, maintenant je comprends. C'est quelque chose qui leur fait plaisir, donc qui procure de la dopamine. Et quand j'arrive à des résultats comme ça, les jeunes, j'essaie de prendre le temps de leur faire ressentir ce que c'est de ce moment de plaisir, d'avoir compris quelque chose de nouveau. Donc il faut presque les entraîner à sentir ce plaisir qu'on peut avoir d'avoir appris quelque chose de nouveau, de s'être dépassé, d'avoir fait l'effort, d'avoir progressé. D'accord ? Voilà, on va en parler plus longuement tout à l'heure si vous le souhaitez, mais je vais avancer pour arriver sur l'état d'esprit. Imaginons que notre adolescent ou notre enfant, il s'est dit, ok, ça vaut la peine de m'engager dans du travail scolaire parce que, il a quand même des bénéfices qu'il perçoit comme étant importants, ne serait-ce que éviter une punition. Il faut encore qu'il persévère. On va commencer à parler d'état d'esprit. Imaginons que notre adolescent, il s'est dit, oh là, j'ai des points à rattraper en néerlandais, je vais mettre le paquet pour la prochaine interro et sortir de la zone rouge.
Il se met à travailler un petit peu plus et de manière un peu plus efficace. Bonne nouvelle, son interro est bien réussi. Donc il repasse dans le vert, il n'est plus en échec. Qu'est-ce qui va se passer ? Son cerveau va produire de la dopamine, puisque ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait prévu comme bénéfice est bien présent. Et donc son cerveau va être content à produire de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va permettre de renforcer les connexions entre les neurones du cerveau. Donc ça veut dire que quand on produit de la dopamine, on va particulièrement bien retenir ce moment-là et retenir les apprentissages qui y sont liés. Oui ? Cercle vertueux, ça veut dire que la prochaine fois qu'il aura un interro en néerlandais, ou même dans un autre cours dans lequel il peut être un peu en difficulté, eh bien, le rapport coût-bénéfice va être un peu différent, parce qu'il va mettre dans la balance bénéfice, tiens, j'ai ressenti ce moment où quand je fais un effort, ça fonctionne et ça me procure quelque chose de chouette. D'accord ? C'est ce qu'on appelle dans le langage courant le cercle vertueux. Quand on gagne, on continue à gagner. Oui ? Parce qu'il y a une autre énergie qui se met en place. Alors ceux-là, on est content, on n'en occupe plus trop. C'est les autres qui nous intéressent évidemment. Celles et ceux, et il y en a beaucoup, qui bossent pour l'école. Alors peut-être pas assez, probablement pas bien, mais qui essayent quand même. Et qui échouent quand même à cet interro de néerlandais. Et qui vont rester dans le rouge. Ouais. 2 cas de figure. Soit l'élève va se dire, je réessayerai la prochaine fois, je retrousse mes manches et je persévère, je continue, on va continuer dans l'effort, soit il abandonne. Ouais. Et il y a un facteur étudié par les neuroscientifiques qui permet de faire la différence entre les deux, et je vais vous le faire découvrir avec un questionnaire. Je reviendrai sur cette dia-là après. Je vais vous proposer, chacun pour vous, de répondre à ce questionnaire. Alors, il suscite des commentaires. On viendra sur les commentaires après. Donc, je vous propose d'écrire peut-être vos réponses. Donc, vous allez lire chacun des 6 items. Il faut beaucoup travailler pour être intelligent. Le niveau d'intelligence change peu, même si on fait des efforts. Je vais vous laisser lire. Et vous allez indiquer dans quelle mesure vous n'êtes pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord avec chacun des items. Je vous laisse écrire vos réponses pour vous-même. Et après, on débriefera du questionnaire, vous allez pouvoir calculer vos scores et on va avancer sur la question d'état d'esprit. Toi, tu connais. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est vraiment important, c'est comment vous répondriez spontanément. Vous aurez le questionnaire par la suite. Ça va ? Est-ce que je peux donner la grille de correction ? Non ? Encore 1 minute, 2 ? Alors, maintenant, je vais vous demander de calculer vos scores. Vous allez additionner vos réponses aux items 1, 3 et 5. Donc, si vous avez coché 1, je sais pas moi, ici 1, 3 et 2, vous allez faire 1 plus 3 plus 2. Donc, vous additionnez vos réponses aux items 1, 3, 5, pardon, donc ceux qui sont entourés en rouge. Et puis, vous additionnez les scores des questions 2, 4 et 6. Vous allez les additionner séparément. Vous allez avoir 2 scores. Un score avec les items entourés en rouge et un score avec les items qui ne sont pas entourés. Le score rouge, vous l'indiquez là, et le score départ rouge, vous l'indiquez là. Il n'y a pas de piège, hein, c'est une simple addition. Et on est surpris parfois de son résultat. Moi, j'étais surprise de mon résultat quand j'ai fait ça. Mais bon, on va en discuter. Alors, vous avez un pointage A et un pointage B. Eh bien, j'ai envie de savoir comment vous vous situez. Je vais vous proposer, de partir sur le WooClap. C'est anonyme, hein. Vous allez devoir juste répondre si vous avez un score A plus élevé que le score B, ou l'inverse,
ou si votre score A est égal au score B. Je vais noter. Est-ce que votre score A est plus élevé que le score B? Il n'y avait qu'un clic, madame, cette fois-ci. Voilà, alors, quelques réponses. Alors, voilà, donc globalement, la majorité d'entre vous a un score A plus élevé. Et il y a toujours un petit pourcentage, on va en discuter aussi, qui a un score équivalent entre A et B. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce bazar-là? Eh bien, ça parle de l'état d'esprit. On y vient, en fait, au titre de la conférence, d'accord? C'est un questionnaire, le TIDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire théorie implicite de l'intelligence. Théorie implicite de l'intelligence. Ce sont des théories qui sont étudiées, enfin qui sont mises en avant depuis les années 90, donc c'est pas complètement neuf, mais elles gagnent en intérêt ces dernières années, qui essayent d'aller chercher les croyances qu'ont les gens par rapport aux capacités intellectuelles. Et donc, si vous avez un pointage A plus important que le pointage B, cela signifie que vous avez une vision de l'intelligence comme étant un capital que l'on peut faire fructifier. D'accord ? C'est quelque chose qui peut, selon vous, évoluer avec le temps, avec les apprentissages, avec toute une série de choses sur lesquelles on va revenir. Si vous avez un pointage B plus élevé que le pointage A, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous croyez, vous pensez que l'intelligence est une ressource que l'on a quand on est et avec laquelle on va devoir s'accommoder toute sa vie et ça ne changera pas. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont surpris par le résultat qui ressort de là? Les A égale B, j'y viens tout de suite après. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris d'entendre ce que je viens de dire là ou non? Ça correspond à ce que vous pensiez? Ok. C'est-à-dire? Vous vous reconnaissez dans le questionnaire, mais pas dans ce que je dis. Donc, votre résultat était plutôt A plus grand que... Oui. Et donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, que pour moi, l'intelligence ne peut pas augmenter. Oui, c'est ça. Donc, si le B est supérieur au A, ça veut dire que, par exemple, à l'item 2, le niveau d'intelligence change peu, même si on fait des efforts. Vous êtes plutôt d'accord avec ça. Peut-être que vous avez inversé la manière de répondre alors. C'est peut-être ça qui s'est passé. C'est pas grave, hein, on est là juste pour... C'était juste une animation. Hein. C'était... Bon, on va discuter, on va voir ce que vous pensez, voilà. En fait, c'est une théorie qui date quand même d'il y a une trentaine d'années, qui a été mise au point par Carol Dweck, peut-être que certains en connaissent, Carol Dweck, et qui a identifié deux types de croyances par rapport à l'intelligence. Soit on a une vision fixiste de l'intelligence, soit on a une vision de croissance. On appelle ça la mentalité fixe ou la mentalité de croissance. Et ce qu'elle a pu démontrer, c'est que, en fonction de la croyance à laquelle on adhère, on ne va pas avoir les mêmes comportements et les mêmes attitudes face à l'effort, face à l'adversité. Donc, on ne va pas avoir la même énergie pour persévérer dans une tâche. Quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, donc qui considère que l'intelligence ou les ressources intellectuelles, c'est quelque chose de limité et on fait avec, il va avoir tendance plutôt à éviter les défis. Pourquoi, à votre avis? Quelqu'un qui pense que l'intelligence c'est une donnée, il va essayer d'éviter les défis. On a parlé tout à l'heure de la peur, du coup que ça représentait d'avoir peur de se tromper. Oui, parce que l'estime de soi va être impactée. Parce que ça veut dire, quelqu'un qui est dans cette colonne-là, s'il échoue une fois, deux fois, trois fois à son test de néerlandais, il va se dire « je suis nul en néerlandais ». Et il va prendre l'information qui est « j'ai raté des mauvais points » comme étant une confirmation qu'il n'est pas doué pour faire du néerlandais. Ça marche particulièrement pour les maths.
C'était par là les mathématiciens. D'ailleurs, dans la dernière enquête PISA, je pense qu'on savait bien que les chiffres allaient s'effondrer sur les performances des élèves en mathématiques. Et donc, il y a une échelle qui mesure les croyances par rapport aux capacités de faire des maths, les capacités intellectuelles de faire des mathématiques. En Belgique francophone, 80% des élèves sondés ont une vision fixiste de l'intelligence logico-mathématique. Donc c'est une échelle vraiment orientée sur les capacités qu'on peut ou pas développer pour performer en maths. Donc il y a du boulot à ce niveau-là. Donc nos petits élèves ont plutôt une mentalité fixe. À l'inverse, quelqu'un qui a une mentalité de croissance va se dire, à chaque fois que je me trompe, j'apprends en fait. C'est juste une occasion qui m'est donnée de faire autrement, d'apprendre autrement, de me développer. Oui. Donc face à un échec, il va beaucoup moins abandonner. Dans ce côté-là, les efforts sont inutiles, puisque de toute façon, je suis nulle en maths, ou je suis nulle en néerlandais, ou je suis nulle en physique. J'ai pas les ressources intellectuelles pour m'en sortir dans cette matière-là, donc autant arrêter de travailler. D'accord ? Tout l'inverse d'un enfant ou d'une personne qui a une mentalité de croissance. Donc voilà, pas passer en revue tous les comportements, mais voilà, c'est quelque chose qui a été montré, remontré dans pas mal d'études. Oui. Oui. Exactement. Exactement. Oui, les croyances, en fait, ça se construit comment ? Ça se construit, en tout cas le mindset, ça a été montré, ça se construit à travers les retours que l'on a eus de la part des adultes quand on était enfant, quand on a eu des succès ou des échecs. Donc, votre gamin se retrouve avec mauvais point en maths, et la mauvaise blague du soir, c'est de dire t'as le cerveau de ta mère, on croit qu'on fait une blague, voilà, ou qu'on essaye de détendre un peu l'atmosphère. En fait, on est en train de construire un état d'esprit fixe. Donc, il y a plein de petites manières de réagir, en fait, face aux enfants, tant face à leurs échecs que face à leurs succès. Parce que si vous dites à un enfant qui réussit, qui est en réussite, toi t'es doué, vous renforcez aussi la mentalité fixe, en fait. D'accord ? Ça peut même aller plus loin que ça. Alors, je ne sais pas si je peux... J'avais pris... Moi, je la montrerai tout à l'heure, parce que c'est ma dernière dia. Je ne sais pas aller facilement sur la dernière dia. Mais une photo, un print screen d'un manuel scolaire en mathématiques, avec une consigne qui m'a fait bondir, parce qu'elle renforce l'état d'esprit fixe. Je la garde pour la fin. Oui. Oui, merci. En effet, ce qui m'a interpellée dans ce questionnaire-là, c'est l'utilisation du mot intelligence. Et quand on va regarder, parce qu'il y a eu plein d'échelles comme celle-là, c'est pas la seule, le mot intelligence, le concept d'intelligence n'est jamais défini. C'est quand même quelque chose qui est assez particulier. On fait des questionnaires qu'on valide, on publie dans des grandes revues, mais on ne définit pas ce qu'est l'intelligence. Donc j'avais contacté notamment cet auteur-là, un peu naïvement, et il me dit, en fait, ce qui compte, c'est pas la définition de l'intelligence, c'est ce que les gens croient ou comment les gens réagissent face au mot intelligence. C'est un peu évacuer les choses comme ça. Alors c'est vrai que ça produit des effets. Hein. Le simple fait que ce qu'on met là derrière, finalement, a moins d'importance que les croyances que l'on a par rapport à ça, d'accord ? Mais tout récemment, mais ça c'est plus un sujet d'étude et c'est très technique, il y a beaucoup de critiques sur l'utilisation du mot intelligence. Parce que même en psycho, il y a deux manières de concevoir l'intelligence. Je ne sais pas si ça réveille vos cours de psycho, mais les scientifiques ne sont pas d'accord non plus sur ce que c'est que l'intelligence. Et c'est une bataille rangée entre ceux qui disent c'est le QI, vite. Alors on a plutôt quelque chose de fixe, ça bouge pas trop le QI face aux gros accidents. Et la psycho du développement qui va dire non, l'intelligence c'est plutôt la capacité de s'adapter à son environnement et c'est quelque chose qui évolue. Donc en fait, c'est très technique ce que je vous raconte là, mais quand on utilise ce mot-là dans le questionnaire, on a aussi des résultats différents parce que on ne répond pas au questionnaire selon que l'on s'inscrit plutôt de la psychologie différentielle ou développementale, pour parler un peu technique. Et donc, un des projets des années à venir, que j'espère développer, c'est de pouvoir avoir des échelles qui enlèvent le mot intelligence et qui les remplacent par capacité intellectuelle, qui est beaucoup moins connectée à intelligence. Mais il faudrait voir si ça fonctionne. Mais vous avez raison de le mentionner, le mot intelligence renvoie à des choses différentes. Mais il n'empêche que ça a quand même été prouvé que
même si conceptuellement il y a des choses à dire, le fait qu'on soit plus d'un côté ou de l'autre va avoir des répercussions en termes de comportement et d'attitude face à l'échec. Et quand on travaille avec des enfants, quand on fait passer ces échelles-là aux enfants, ils savent pas, hein, psychologie différentielle ou développementale. Donc ils sont beaucoup plus spontanés et ils savent répondre sans se poser la question de c'est quoi l'intelligence. D'accord ? Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec des publics scolaires où on voit que les enfants, même PISA montre ça aussi, qui sont dans cette colonne-là, ont des meilleurs résultats scolaires, sont plus motivés au travail, ont un meilleur bien-être à l'école, un meilleur ressenti de bien-être à l'école. Et c'est systématique. Systématique. Les neuropédagogues sont allés un peu plus loin. Donc, Carol Dweck, elle a étudié les comportements développés par les enfants, notamment en fonction du profil. Les neuroscientifiques sont allés voir comment le cerveau réagissait à une difficulté, à un échec, en fonction de la croyance mentionnée par les enfants, notamment. Et ils ont vu que ce n'est pas les mêmes régions du cerveau qui vont s'activer chez un enfant face à l'échec, face à une difficulté, selon qu'il adhère à l'une croyance ou à l'autre. Pour faire bref, un enfant qui est dans cette colonne-là, donc il croit que l'intelligence, un truc, il a pas, il a le boss des maths, il a pas. Quand il est face à une difficulté, c'est son système limbique qui va prendre le dessus. C'est-à-dire c'est l'aspect émotionnel qui va prendre le dessus. Donc la peur, plutôt. Quand on a peur, on prend ses jambes à son cou ou on se renferme pour échapper au danger. Par contre, les enfants qui sont dans cette catégorie-là, leur partie préfrontale du cerveau va beaucoup plus vite prendre le dessus. La partie préfrontale, c'est justement celle qui permet de corriger ses erreurs, d'être plus posé, de faire un pas de côté, de prendre du recul, de voir les choses autrement. Donc, cette vieille théorie déjà qui date des années 90, elle a été un peu remise au goût du jour avec des nouvelles approches. Enfin, la technologie permet de mieux voir maintenant ce qui se passe dans le cerveau. Voilà, on ne faisait pas ça dans les années 90. Et on a montré que ce n'est pas les mêmes parties du cerveau qui s'activent selon les croyances qu'on a. Quand vous avez compris à quoi servent ces deux parties du cerveau, on a compris que, hop, je reviens à mon petit schéma ici. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent l'effort? C'est notamment les croyances qu'ont les enfants par rapport à leur capacité intellectuelle, par rapport aux capacités qu'il faut pour pouvoir apprendre. Alors c'est intéressant parce que je vous ai dit c'est une question de représentation, de croyance, et là-dessus on peut travailler, quand même avoir des bonnes nouvelles dans l'exposé à un moment donné. On a trouvé aussi des moyens d'aller travailler ces représentations avec les enfants, je vais y venir dans quelques instants. Bon, ça c'était le cercle vertueux, ça c'est le cercle infernal, plus on rate, plus on risque de rater en fait. C'est ce que montre aussi PISA, plus on a doublé, plus on va redoubler. C'est pas dû qu'aux enfants, c'est aussi dû au système scolaire, mais voilà, c'est un peu la spirale infernale qui s'enclenche ici. Voilà. Oui, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Donc il y a aussi un intérêt assez récent, mais de plus en plus marqué, dans les enquêtes PISA, mais aussi dans le pacte pour un enseignement d'excellence, pour aller travailler ces compétences-là, dans le tronc commun, dans le nouveau tronc commun, dans les nouveaux référentiels de compétences du tronc commun. Il y a une compétence transversale qui s'appelle apprendre à apprendre et faire des choix, si vous avez déjà peut-être vu passer cette compétence-là. Et il y a quand même une invitation à travailler justement sur les représentations qu'ont les enfants de leur capacité à apprendre. Donc il y a vraiment une voie royale, je trouve, pour aller travailler cet aspect-là, ces croyances motivationnelles, aussi au sein de l'école telle qu'elle s'envisage. Alors, je vous ai parlé du mindset. C'est quoi ce schéma-là? C'est que je suis quand même allée reprendre. Il n'y a pas que les croyances par rapport aux capacités que j'ai mis ici, mindset, qui sont importantes. J'ai tout récemment, dans un article que je vais déposer la semaine prochaine, fait un listing de tous les types de croyances que l'on peut avoir, soit par rapport à l'apprentissage, soit par rapport aux capacités d'apprentissage. Je vous les mentionne ici, mais on peut en discuter plutôt à un autre moment. C'est vraiment pour que vous ayez à l'esprit qu'il faut travailler sur les croyances de type mindset, mais il y a d'autres types de croyances qu'il faut les travailler chez les jeunes aussi, pour faire en sorte qu'ils persévèrent dans l'effort. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent que si on n'apprend pas rapidement, c'est qu'on est nul. Donc ils pensent, c'est une des croyances, elle est où ici? Voilà, la deuxième ici, voilà,
que apprendre, ça doit se faire rapidement. Si c'est pas fait rapidement, si j'apprends pas rapidement, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas douée pour faire mon néerlandais, pour mes maths, etc. D'accord ? Il faut déconstruire. Apprendre, c'est pas rapide. Apprendre, ça prend du temps, ça nécessite des erreurs, d'accord ? Voilà, donc toute une série de croyances, et ça c'est l'avenir proche, il n'y a pas encore énormément d'études sur le sujet, mais c'est vraiment des choses qui sont à la pointe de ce qu'on pourrait développer comme projet innovant et comme intervention innovante dans les écoles. On espère en développer prochainement pour aller travailler ces croyances-là chez les enfants, et pas que chez les enfants d'ailleurs. Alors maintenant, bon, on atterrit. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On a une piste d'action ici, on a des leviers d'action. Est-ce que c'est possible de travailler l'état d'esprit, l'état de développement de nos élèves ? Donc je vais tout de suite vous rassurer, c'est oui. On a beaucoup de données et d'expériences qui ont été faites sur des élèves. Donc je vais vous parler maintenant d'interventions qui ont été proposées dans des écoles auprès d'élèves et dont on sait qu'elles ont une relative efficacité pour aller pousser les élèves à aller vers passer de l'état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement. Ce qu'on a beaucoup moins, par contre, c'est des protocoles d'intervention pour aller travailler le mindset des enseignants, des parents, voire du système scolaire dans son ensemble. Parce qu'il n'y a pas que les individus qui donnent des feedbacks et qui donnent des signaux qui encouragent à être fixe ou de développement, il y a aussi un système qui renforce les choses. Et donc malheureusement, alors c'est plus facile de travailler sur les élèves et de leur mettre tout sur le dos et voilà, mais l'avenir, dans les prochaines années aussi, c'est de pouvoir faire des interventions dans le milieu scolaire qui permettent d'inclure les différents acteurs. On sait que c'est comme ça qu'on aura le plus d'efficacité, mais on est encore un peu perplexe sur le comment faire. Bon, en même temps, en tout cas quand on travaille à l'université, c'est super motivant, puisque ça veut dire qu'on a des choses encore à trouver, et clairement on en discute encore juste en aparté avec mes collègues juste avant. Ça va être important de développer des partenariats avec les écoles, des partenariats UNIF-écoles. Sinon, on va tourner en rond dans ce qu'on sait déjà, et on va avoir des scientifiques qui vont dire voilà ce qu'il faut faire, on va venir le faire en classe et ça doit marcher. Et si ça marche pas, on se dit oh, il y a un problème d'échantillon. Non, il n'y a pas toujours des problèmes d'échantillon. Il y a des problèmes qu'on ne prend pas en compte le contexte dans lequel on essaye d'introduire des interventions. Et ça, c'est un peu l'avenir, enfin, en tout cas, certains le disent et c'est difficile à faire passer parfois, c'est un peu l'avenir de ce type de recherche-là, c'est de pouvoir travailler de concert avec des écoles qui ont des projets, qui ont des plans de pilotage, qui ont envie de développer des choses dans leurs écoles et de voir si on peut venir greffer ce genre d'intervention-là et de s'insérer dans un système plus large. Ça, c'est les grands rêves que l'on peut nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On y arrive. Ce qui a été montré, c'est que si on fait des animations auprès des élèves, primaire, on peut déjà commencer en primaire, primaire et secondaire. Supérieur aussi d'ailleurs, il y a eu des études dans les trois niveaux. Si on fait des animations qui viennent montrer aux enfants, aux adolescents, ce que c'est un cerveau, comment ça fonctionne, et qui insistent sur la notion centrale de la neuroéducation, c'est-à-dire que le cerveau il est plastique, ça veut dire qu'il se transforme, d'accord ? Il se transforme dès le moment où on a été conçu à peu près, jusqu'à notre dernier souffle, il se transformera tout le temps. D'accord ? Aujourd'hui, pendant 1h30, je vous parle depuis 1h30, votre cerveau s'est transformé. Certains peut-être plus que d'autres, mais il s'est transformé. Donc vous avez appris. Donc le cerveau évolue toujours. Eh bien, il a été montré par des dizaines d'études qui ont fait ça, que si on fait des animations, c'est peu coûteux de faire des animations avec des élèves, c'est 3 fois 2 périodes, c'est parfois 1 fois 2 périodes, d'accord ? On a un effet assez immédiat sur l'évolution des croyances par rapport à l'intelligence. Et in fine, ça a montré que ça a aussi un impact sur la performance scolaire, donc les résultats scolaires, la motivation des jeunes et leur bien-être en classe. Il y a tellement eu d'études qu'il y a déjà des méta-analyses, donc des études qui regroupent plusieurs études pour voir si vraiment il y a un effet, qui ont été faites et qui confirment que globalement, ça vaut la peine d'aller faire des animations en classe sur le cerveau
Et voilà, le cycle, par exemple, de conférences, et si on parlait du cerveau, ben, quelque part, c'est un pas dans ce sens-là. Il y a eu des conférences pour, et ça va grandir, oui, bien sûr, pour les enfants. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, je ne pense pas que je l'ai noté dans mes dias, mais ça a surtout un effet pour les élèves en difficulté. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que quand on est enseignant et quand on gravite dans le monde de l'enseignement, c'est quand même aussi et surtout pour eux qu'on se bat. C'est pour faire en sorte que les gamins qui réussissent jamais, à un moment donné, ça fonctionne. On arrive à quelque chose. D'accord ? Et ce qui a été montré, c'est qu'en général, ce type d'intervention-là est davantage profitable pour les jeunes qui sont en difficulté. Et pour les jeunes qui sont issus de milieux socio-économiques défavorisés. On voit aussi des progressions plus fulgurantes chez ce type de public-là. Ou qui ont des difficultés d'apprentissage, ou qui ont déjà doublé. Voilà. Donc ça vient vraiment travailler là où on a envie que ça travaille. Et c'est vraiment intéressant parce que à l'université, par exemple, je prends ce milieu-là parce que je le connais un peu plus, on dépense des sommes et des sommes et des sommes folles en aide à la réussite, divers types d'actions, de remédiation, etc. Et on se dit, non, dit Joe, c'est jamais les bons étudiants qui viennent, c'est ceux qui n'en ont pas besoin qui viennent. Et ceux qui sont un peu à la ramasse, à la traîne, on n'arrive pas à les amener dans les aides à la remédiation. C'est peut-être la même chose dans le secondaire. Ici, on a enfin quelque chose qui est peu coûteux, qui a travaillé vraiment en amont et qui permet d'aller chercher ce public-là, je veux dire, à moindre frais. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites dans le monde académique, des chercheurs notamment de l'UNAMUR et de l'UCL qui se sont dit mais comment est-ce possible que tous les dispositifs d'aide à la réussite sont si peu efficaces à l'université? Et ils sont allés remonter, ils ont remonté un petit peu en amont des dispositifs et ils en ont conclu la même chose, c'est-à-dire que tant qu'on ne va pas travailler l'état d'esprit des étudiants, ils ne viendront jamais à vos aides à la réussite. Puisqu'ils ont l'impression que ça ne dépend pas d'eux. En fait, c'est l'UNIF qui est trop difficile ou c'est les profs qui sont, qui veulent absolument moufler. Voilà, ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils ont un pouvoir, quelque part, un capital, une ressource pour aller s'en sortir par eux-mêmes. Donc c'est très puissant. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait les animations? Alors là, je vous ai donné quelques ressources. Il y a un livre qui est magnifiquement bien fait, notamment Grégoire Borst. Il y en a peut-être parmi vous qui sont venus à la conférence de Grégoire Borst il y a 3 semaines. Oui, si c'est le cas, levez peut-être la main, que je vois à peu près combien. Ok. Alors Grégoire Borst, il est français, hein, neuropsy de l'enfant et de l'adolescent. Et dans ce bouquin, qui est d'un rapport qualité-prix tout à fait exceptionnel, puisque je pense qu'il coûte une 30aine d'euros, donc c'est-à-dire pas grand-chose, vous avez une 30aine, je pense, de petites séquences d'animation sur le cerveau qui sont toutes préparées. Vous avez le timing de la séquence, vous avez les dias, les vidéos, les feuilles à photocopier pour les élèves, donc c'est un truc clé sur porte, avec des animations qui vont expliquer c'est quoi l'attention, c'est quoi la mémorisation, c'est quoi l'inhibition, c'est quoi une émotion, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc on peut choisir 1, 2, 3, 4 séquences clés sur porte, ce qui est quand même vachement intéressant plutôt que de commencer à soi-même construire les choses. Voilà, j'ai un mémoire d'ailleurs d'une étudiante pour l'instant qui va tester en fait un parcours de 6 animations tirées du livre et de mesurer un peu les effets, pour voir à partir de combien d'animations on peut commencer à avoir des effets intéressants. Bon, résultat cet été. Vous avez un autre livre ici dans le même genre, mais je ne pense pas qu'il y a des animations clés sur porte dans celui-là. Les livres sont ici, donc vous pourrez vraiment les consulter tout à l'heure si vous le souhaitez. Et je vous ai mis aussi des liens vers des chaînes YouTube qui fourmillent de petites vidéos très ludiques sur le fonctionnement du cerveau, la mémoire, l'attention, etc. Donc vraiment des ressources que vous pouvez... Alors l'animation, vous devez la construire autour de la vidéo, mais c'est un matériel qui est déjà... Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, c'est un matériel qui est déjà disponible. Autre ressource, si vous dites, moi j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de faire un petit quelque chose, il y a déjà cette vidéo-là, qui est en accès libre et gratuit, qui dure 3-4 minutes. Et vous avez l'article qui va avec, et c'est une vidéo qui va expliquer comment fonctionne le cerveau et qui met l'accent sur le fait qu'on a du contrôle sur son cerveau et sur ce qui nous arrive.
Je ne vais peut-être pas la projeter parce que comme ça j'avance dans mon PowerPoint, mais si à la fin de la conférence il y a le souhait, l'envie ou le temps, on peut projeter la vidéo, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, mais je ne vais peut-être pas prendre ce temps-là maintenant, puisqu'elle est libre d'accès et l'explicatif qui va avec est libre d'accès également. C'est assez facile à prendre en main. C'est quand même miraculeux, des choses gratuites et bien faites qui existent. Hein. Alors, je ne vous cacherai pas que ça vient au départ du Canada, tous ces trucs-là. D'ailleurs, ça, c'est une vidéo canadienne. Alors, l'accent, lovely. Hein. Ça, c'est, juste l'accent, on va déjà beaucoup mieux. Voilà. Et donc c'est vrai que tout ce courant de travailler sur le growth mindset, il a fortement été lancé par les Québécois. Et ils ont une manière de travailler assez différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans le partage de bonnes ressources. Là où nous, on est épuisés à la fin de notre recherche et on n'a plus le courage et encore moins les sous pour faire de la diffusion vers un public de professionnels. Ce qui est un problème. Là, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils ont déjà une autre mentalité, beaucoup plus dans le partage, dans l'idée de faire de la recherche qui soit utile aux gens de terrain. Il y a beaucoup plus de dialogue avec les gens de terrain. Et ils ont des ressources, des moyens, je ne sais pas d'où ça vient, pour, une fois qu'ils ont terminé un plan de recherche, en faire quelque chose sous forme de vidéo ou d'articles de vulgarisation, ce qui est juste extraordinaire pour nous. On aimerait bien pouvoir vivre de temps en temps à la sauce québécoise. Hein? Oui. Très bonne question. Non, mais nous sommes là pour le faire. On est là. Non. Pourquoi? Alors pourquoi? Je n'ai pas toutes les explications. Je pense que la plupart des études qui ont été faites, elles sont faites par des chercheurs qui se disent on a envie de faire, pas envie de faire un truc. On croit à ce qu'on fait, mais on sait qu'on doit publier, donc on a des temps, voilà. Et c'est parfois plus difficile d'aller chercher ce public-là. Un exemple très très trivial, on a un comité d'éthique. Quand on fait des expériences avec des enfants, on doit avoir l'accord parental. Quand vous allez dans des publics plus compliqués, vous devez courir pour avoir l'accord parental. Alors ça décourage et on dit on va prendre un autre public parce que ça finira par fonctionner. Parfois ça tient à ça. Je dis pas que c'est la seule explication, mais pouvoir commencer à travailler sur le sujet, voilà. Alors il y a moyen de trouver, alors il y a des gens qui travaillent au comité d'éthique, ici je vais pas lire trop fort, mais des entourloupes, surtout dans le système scolaire, quand des écoles sont dans des projets scolaires, alors à ce moment-là on peut avoir des consentements qui valent pour toute l'année, enfin l'école inclut ça dans ses projets et on arrive à... Non, mais c'est validé par certains membres du comité d'éthique. Mais voilà, mais parfois ça tient à ça. Et évidemment que ce serait plus qu'intéressant de travailler sur ces publics-là. On a un projet avec une école de la ville de Liège, que je ne citerai pas, mais justement avec un public très défavorisé. Moi, je me réjouis, j'espère que ça va pouvoir se mettre en place, d'aller voir si ça fonctionne. Là, le mémoire que je suis en train de faire avec une de mes mémorantes, on est sur une école, un indice socio-économique 16. Parce qu'il fallait que le mémoire avance, etc. Et je sais que dans certaines classes, il y avait des enfants plus précarisés que d'autres, il y en a 2, 3. C'est pour ceux-là qu'on n'a pas l'accord parental. Hein. Donc on ne va pas pouvoir tester cette hypothèse-là, malheureusement. Donc il y a des complications de terrain parfois qui font que c'est ça. Mais j'ai vraiment cette conviction qu'on a une opportunité avec le pacte d'excellence, avec les formations continues des enseignants aussi qui changent un petit peu et qui vont aller sur des thématiques qui correspondent au pacte, de trouver des espaces et des gens qui ont envie de fonctionner en binôme, en partenariat, chercheurs et gens de terrain. Pas pratique, evidence-based practice, ou le mauvais côté de l'evidence-based practice, on va vous dire comment faire, mais on va pouvoir construire des recherches collaboratives. D'ailleurs, de la formation initiale des enseignants, nouvelle mouture, donc ils ont 1 an de plus, on va renforcer le pôle posture scientifique des futurs enseignants et on va leur apprendre à faire de la recherche, mais pas n'importe quelle recherche, de la recherche collaborative. On va déjà formater les futurs enseignants au vocabulaire, à la manière de penser recherche collaborative. Donc j'ai vraiment l'espoir que, sinon je ne serais pas là et je m'accrocherai pas comme ça, qu'on va pouvoir avoir une autre manière de fonctionner, avoir des meilleures données aussi, parce qu'il y a toutes les données qu'on publie pas. Il y a les données qu'on publie et les données qu'on publie pas. Quand les résultats sont pas significatifs, en général, c'est difficile de publier ces données. Mais ça commence à sortir. Il y a des revues qui commencent à accepter des interventions où on n'a pas de résultats significatifs. Parce que c'est intéressant aussi de comprendre le contexte
qui fait que ça a fonctionné ou pas fonctionné. Donc l'espoir est là. La motivation aussi, du reste. Voilà, donc je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait et j'anticipe sur des choses. En tout cas, si les projets peuvent se développer, vraiment n'hésitez pas aussi à revenir vers nous ou vers Corinne parce qu'on reste évidemment toujours en contact. Si vous avez des écoles qui sont intéressées par des projets, ça peut être des mémoires au départ, ça peut être des interventions, voilà. Et on peut toujours trouver des solutions. Voilà, n'est-ce pas? Je regarde mes collègues, je veux qu'elles m'approuvent. Ouais. Ok. Bon, j'avais quand même envie de aussi, on a parlé beaucoup des enfants, donc ça c'est des interventions, enfin des animations à faire avec les enfants. Il faut pouvoir aussi travailler avec les parents, les enseignants, le système dans son ensemble. Je ne vais pas aller très loin parce qu'on manque, je vous l'ai dit, on manque de recul et de données probantes sur le sujet. Ce qui est sûr et certain en tout cas, que ce qu'il va falloir soigner en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, que sais-je, c'est la manière dont on renvoie aux enfants qui sont en réussite ou en difficulté, c'est la manière dont on leur renvoie un feedback, une information sur leurs prestations. Alors il y a une équation qu'il va falloir toujours, une équation oui, avoir en tête. C'est le plus simple pour se dire est-ce que je fais mon feedback ou pas. C'est que la réussite ou l'échec à une interro, à un bulletin, à une année, c'est toujours le résultat de stratégies combinées à des efforts. Et je mets un fois ici, multiplication. Ouais. On dit que le zéro est absorbant dans une multiplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1 million fois 0, ça fera toujours 0. D'accord? Donc le fois est important parce que réussir ou rater une interro de néerlandais ou de maths, d'accord, n'importe, je la réussis parce que j'ai trouvé les bonnes manières d'étudier, de comprendre, de manipuler la matière, et j'ai fait les efforts nécessaires pour que ça rentre dans mon cerveau, que ça s'imprime et que ça ressorte. J'ai réussi, j'ai raté, que j'ai pas eu la bonne stratégie et ou que j'ai pas fait assez d'efforts. Si vous arrivez à formuler des retours à vos élèves qui tiennent compte de ces deux paramètres-là, vous préservez leur estime d'eux-mêmes et vous les envoyez sur une piste de lancement qui est ok, c'est un peu de ma responsabilité en fait, pas de ma faute, de ma responsabilité. Parce que l'effort et la mise à disposition de stratégies, c'est aussi culturellement ou socio-économiquement très connoté. On croit que l'effort, c'est accessible à tout le monde. Eh ben non, c'est pas accessible de la même manière à tout le monde parce que, en fonction des milieux, on valorise pas l'effort de la même manière. En fonction des milieux, on a ou pas les bons codes pour savoir comment étudier une matière. Ouais. En fonction des milieux, on sait comment on fait pour s'en sortir dans le supérieur. Voilà. Donc beaucoup plus qu'on ne le croit, en fait. Il y a même tout un courant, c'est pas nouveau aux États-Unis, mais ça commence à venir ici, qui s'appelle la sociologie. J'arrive plus à mettre les mots dans le bon ordre. Donc c'est des psychologues qui s'intéressent à l'origine socio-économique du développement du cerveau, des performances intellectuelles, en fait. Et ça peut travailler aux États-Unis, beaucoup moins ici. On est beaucoup plus frileux à mixer les deux domaines, c'est-à-dire le niveau sociologique et le niveau psy, je vais dire. Mais ça commence à venir, notamment des sociologues français qui ont ouvert la voie. C'est les sociologues en France, en tout cas, c'est les sociologues qui ont tendu la main aux psychologues cognitivistes pour se dire qu'on ne travaillerait pas ensemble pour essayer de comprendre que les différences en termes de capacité ou de ressources intellectuelles, au sens large, elles sont aussi socio-économiquement, sociologiquement connotées. Si on travaille ensemble, on peut peut-être aller plus loin. Mais c'est encore un peu fébrile. Il faut faire travailler des facs différentes, en plus, vous imaginez. C'est compliqué. Voilà. Alors, mon avant-dernière dia. Au niveau des enseignants aussi, vous avez quand même un outil qui est promu par le Pacte pour un enseignement d'excellence, qui est l'évaluation formative. Je pense que ça va être très important de bien utiliser ces évaluations formatives pour soigner le feedback que vous avez donné aux jeunes, mais aussi pour soigner l'analyse du type d'erreur que fait le jeune. Un jeune qui se plante, c'est peut-être pas toujours un jeune qui n'a rien compris, c'est peut-être pas toujours un jeune qui n'a pas bien travaillé. Il y a plein de raisons à cette erreur-là, plein de raisons à ces erreurs.
Bon, ça mériterait une conférence en tant que telle, mais je voulais juste attirer la vigilance ici sur les grands chantiers sur lesquels il va falloir travailler pour soutenir aussi l'environnement du jeune et faire en sorte qu'il ne soit pas complètement cadenassé dans un état d'esprit fixe. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais pris une photo d'un manuel scolaire de ma fille, en maths. Je vous laisse lire. J'ai fait des bons, moi, hein, quand j'ai vu ça. J'ai vu ce que j'ai vu ma fille, enfin, j'ai juste fait des bons. Dans un manuel scolaire, une grande maison d'édition belge, hein, il y avait ce mot-là. Tous les mathématiciens sont des gens intelligents, donc avant de se lancer de la décomposition en facteurs premiers, ils vont se poser deux questions, lesquelles? Qu'est-ce qui se passe si le gamin ne trouve pas lesquelles? Il va dire je suis con et je ne serai jamais mathématicien. Ouais. Donc vous voyez, le diable se cache dans les détails parfois, mais comme un libellé de dénoncer dans un manuel scolaire peut vraiment aller toucher de manière très profonde et très sensible, en fait, les élèves. Et parfois, on n'y prête pas attention. Ça peut prêter juste à sourire, quoi. Ici, très bonne nouvelle, c'est la prof de maths qui a fait barrer aux enfants le mot intelligent. Elle a mis fainéant à la place. Je ne sais pas si c'est une meilleure idée. Mais en tout cas, elle a enlevé le mot intelligent. Mais vous avez des enseignants qui font peut-être pas attention à ça, parce que ça... Voilà, pas par méchanceté ou que sais-je, mais voilà. Et vous avez un enfant qui va être en difficulté, qui va se dire, ben, c'est bien la preuve que les maths, c'est parfait pour moi. Ou à l'inverse, il va réussir et il dira « je suis intelligent, je vais faire des maths ». Et puis, 3 semaines plus tard, il se plante à son interro de maths. Ben, son estime d'elle-même, elle va complètement s'effondrer à ce moment-là. D'accord ? Donc ça, le feedback, il vaut aussi pour ceux qui sont en réussite. Voilà.